Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 2 octobre 2022, la veille des élections provinciales ici dans la province de Québec. Nous pouvions passer sous silence avec cette dernière journée de campagne électorale avec différentes propositions, différents résumés des activités qui ont lieu cette semaine au niveau politique. Dans un premier temps, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Mme Claire Aubin, une personne très intéressante qui se présente pour le Parti Climat Québec. Le Parti Climat Québec, c'est le nouveau parti créé par Mme Martine Ouellette. On se rappelle que Mme Ouellette a été ministre au niveau du Parti québécois il y a quelques années. Mme Ouellette a été la chef du Bloc québécois il y a quelques années, quelques mois, et maintenant elle a créé son propre parti, Climat Québec, qui parle d'indépendance, oui, mais qui parle aussi de changement climatique. Mme Aubin nous parle des propositions du parti, nous parle d'elle et de sa vision de Québec indépendantiste et responsable au niveau climatique. Nous avons aussi à vous présenter une conférence de presse tenue par la Troquelle, donc la table régionale des organismes communautaires de la Naudière, qui a fait part de ses revendications, et il y a eu quand même 6 intervenants qui parlent des demandes de sommes qui doivent être accordées aux communautaires, surtout dans le soutien à la mission. Nous avons aussi rencontré Mme Amélie Drainville. Elle nous parle entre autres de la journée de réconciliation autochtone. Elle nous parle des services en CLSC et des améliorations que ferait le Québec solidaire. Et par la suite, elle nous a fait un bilan de campagne, donc comment elle a vécu sa première campagne électorale. Donc, tous ces sujets sont présentés aujourd'hui. Nous sommes conscients que c'est la dernière journée qu'on pouvait vous présenter des propositions politiques. On espère que vous avez aimé notre couverture de l'actualité électorale tout au long des 36 derniers jours. Et demain, n'oubliez pas d'aller voter. C'est important. Nous devons faire exprimer notre position. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Je te relance sur un autre sujet aussi. Demain, c'est la journée de la réconciliation. Bon, je sais que tu es proche, on pourrait dire que tu es sensible aux revendications des Atikamekw et tout au niveau de Manawan. Hier, c'était une veillée pour Joyce et Saquon. Qu'est-ce que tu penses de ça et à quoi tu penses qu'une journée comme ça peut servir? Bien, d'abord, je pense que je vais diriger toutes mes pensées vers Carole Dubé, sa famille, donc la famille Echaquan Dubé, toute la communauté Atikamekw de Manawan et de Joliette. C'est inconcevable qu'est-ce qui est arrivé à Joyce. Hier, je suis allée au Centre d'amitié autochtone de la Naudière pour me recueillir avec les Atikamekw puis leurs alliés. Puis on a tous été encore envahis d'une grande tristesse face aux propos profondément racistes qui ont été prononcés juste avant le décès de Joyce. Joyce a été victime du racisme systémique et va falloir le nommer et le combattre. Donc, j'offre ma solidarité à toute la communauté Atikamekw et à toutes les Premières Nations au nom de Québec solidaire par rapport à ces événements tristes qui sont arrivés. Les propos que François Legault a tenus lors du premier débat des chefs étaient irrespectueux. C'est pas digne d'un premier ministre. Et Québec solidaire, on s'engage à travailler en collaboration de nation en nation avec les Atikamekw et arrêter ces propos colonialistes et complètement déconnectés de la réalité. Récemment, il y a un article qui est sorti en début de semaine, cette semaine, qui disait que la formation qui a été donnée aux professionnels de la santé à l'hôpital de Joliette, elle est datée, elle n'est pas connectée à ce qui est la vraie réalité des peuples autochtones aujourd'hui au Québec, puis à la vraie histoire telle qu'elle s'est réellement passée. On a droit à la vérité, on doit expliquer dans les cours, dans les formations, que ce soit au primaire ou au secondaire ou aux professionnels qui travaillent avec les peuples autochtones, la vraie information. Donc, il faut redoubler d'efforts. Puis nous, à Québec solidaire, un engagement qu'on prend, en plus de plusieurs qu'on a parlé durant la campagne, c'est de faire du 30 septembre,
qui est la journée de demain, Vérité et Réconciliation, un jour férié, pour qu'on puisse prendre le temps de se recueillir puis de penser à comment on peut travailler de nation à nation. Donc, pour Vérité et Réconciliation, je vais faire une publication demain avec le chandail que je suis allée chercher hier au Centre d'amitié, Chaque enfant compte. Il faut se souvenir des enfants qui ont été maltraités puis qui sont décédés dans les pensionnats, qui ont été arrachés à leur famille. Il faut se souvenir des femmes autochtones disparues et assassinées. Puis il faut faire exactement le contraire de ce que la CAQ fait présentement. Puis nous, à Québec solidaire, c'est ce qu'on s'engage à faire. Et par rapport à Joyce, dernier mot peut-être, pour nous, ça a toujours été clair à Québec solidaire que la sécurisation culturelle dans nos services publics, c'est fondamental. Et on va adopter le principe de Joyce qui vise justement à faciliter la vie des Atikamekw et de tous les peuples autochtones qui fréquentent nos services publics quand ils entrent dans le système. Okay. Et je te dirais, je ne vais pas dire une note plus joyeuse, mais pour terminer, peux-tu nous faire un bilan de ta campagne? Comment tu as vécu ça? Une première campagne, toi, là, parce qu'on sait que tu as participé à beaucoup de choses, tu t'es beaucoup impliqué, mais là, tu l'as vécu, c'est toi qui as vécu ça. Peux-tu nous parler un petit peu de comment tu as trouvé ça? C'est quoi ton bilan? C'est quoi ton appréciation? Un vrai feu roulant. Je l'avais vécu un peu en 2018, plus en arrière des rideaux. Puis c'était le même constat, mais là, je pense que ça a été 2 fois plus intense pour moi comme campagne. Mais ce que je retiens surtout, à part le fait que c'est intensif puis assez demandant, physiquement, psychologiquement, d'être toujours alerte, puis partout sur le terrain en même temps, ce que je retiens, c'est vraiment la fierté d'avoir mené cette campagne-là rassembleuse, positive, d'avoir eu autant de bénévoles qui se sont mobilisés autour de Québec solidaire dans Berthier. C'était la plus grosse campagne qu'on a jamais menée. Il n'y a jamais eu autant de bénévoles. On a quadruplé notre membership. Peut-être qu'on va bientôt atteindre le quintuplé. On a atteint tous nos objectifs en termes de chiffres, qu'on pourra peut-être parler éventuellement, mais là, pas maintenant. On va attendre de voir les résultats du 3 octobre. Mais ce que ça nous indique présentement, là, les chiffres qu'on a, que ce soit au niveau national, le dernier sondage, on était à 21% des intentions de vote. Puis au niveau local, on a certaines indications qui nous montrent que c'est clairement une bataille entre la CAQ et Québec solidaire, puis qu'on pourrait se faufiler. Nous, on garde espoir jusqu'à la fin, puis on travaille fort surtout. Avec le bilan, moi, que je fais de cette campagne-là, c'est une campagne positive, c'est une campagne audacieuse, c'est une campagne rassembleuse. Puis je suis fière d'avoir mené ça. On avait la meilleure équipe qu'on pouvait pas avoir sur le terrain. Je veux les remercier. Je suis vraiment fière du travail qu'on a accompli ensemble. Puis je vais inviter les gens de Berthier à aller aux urnes lundi, le 3 octobre. C'est la dernière chance que vous avez de vous prononcer. C'est la chance qu'on a de choisir un gouvernement qui veut retrouver le Québec des grands projets de société, faire la transition écologique, avoir le pays le plus vert et le plus juste au monde, créer une grande alliance intergénérationnelle pour retrouver ce Québec qui veut rayonner. Donc, j'invite tout le monde à aller aux urnes et les jeunes en particulier. Il faut convaincre vos grands-parents aussi que Québec solidaire, c'est vraiment l'alternative dont on a besoin. Donc, voilà, c'est là qu'on est rendu. Puis, il te reste 3 dodos, puis tu vas vivre la dernière journée, la journée du vote, là, ça va être intense aussi. Oui, puis on va vivre ça au club de golf de Berthier avec toute l'équipe à partir de 20h au local du club de golf, là, avec un petit peu de rafraîchissement pour célébrer toutes les victoires solidaires qu'il va y avoir partout sur le terrain. Parfait. Après cette grosse journée de sortie de vote. Je te remercie. Merci, Daniel. Je suis en compagnie d'Amélie Drainville, candidate pour Québec solidaire. Amélie, aujourd'hui, tu veux nous entretenir de CSC 24/7. Est-ce que tu peux nous parler, c'est quelque chose que tu veux ici pour la région, parce qu'on sait que c'est très difficile d'avoir justement accès à des soins de santé et encore là des soins psychologiques. Là, je pense qu'on a justement entendu ce qui s'est passé cette semaine. Ben oui, Daniel, merci pour la question. En fait, ce qu'on m'a dit le plus sur le terrain pendant cette campagne électorale-là, c'est que c'est vraiment difficile pour les gens de la circonscription de Berthier d'accéder
à des médecins de famille puis à des soins de santé de proximité. Puis moi, je suis scandalisée de voir qu'encore cette année, les libéraux promettent un médecin de famille pour tout le monde, puis que la CAQ avait fait la même affaire en 2018 puis qu'ils ont renoncé. Je pense que c'est la promesse la plus brisée depuis le prolongement de la ligne bleue du métro, là. Ça fait 20 ans qu'on nous promet ça, toutes les partis confondus, sauf Québec solidaire, évidemment, puis ça n'a jamais été réalisé. Moi, je pense qu'ils n'ont pas pris le problème du bon bord. Ce qu'on a besoin dans notre système de santé, c'est une première ligne forte, qui ne soit pas l'hôpital ou le médecin de famille, justement. Il va falloir repenser notre système de santé pour que quand on a un petit ou un gros bobo, ce ne soit pas à l'urgence qu'on soit invité d'aller, mais ce soit dans notre CLSC local, où il pourrait y avoir des suivis de dossiers plus proches des gens, puis où il devrait y avoir des équipes multidisciplinaires qui peuvent accueillir et donner le bon soin au bon moment par le bon professionnel de la santé. Fait que ce soit une infirmière, une préposée, un nutritionniste, un psychologue, un sexologue, peu importe c'est quoi le besoin. Si c'est un médecin, il y aura des médecins dans les CLSC, mais il faut diversifier les services qu'on donne dans nos institutions locales qu'on a déjà. Dans les années 70, le but, c'était, quand on a créé les CLST, c'était des ouvrir 24/7, puis d'avoir des équipes multidisciplinaires dans ces institutions publiques-là. Puis ça s'est jamais réalisé. Puis moi, quand je parle de ça aux gens sur le terrain, ils me disent « Ah ouais, c'est vrai, hein, les CLSC 24/7, ça aurait donc changé notre vie. » Fait que nous, à Québec solidaire, on propose de revenir à ce modèle-là, d'investir massivement pour ramener des professionnels dans le réseau public, puis revaloriser cette institution qui est le CLSC. Peut-être qu'éventuellement, ça va permettre d'avoir un médecin de famille pour tout le monde si on dégage les médecins de certains actes médicaux qui peuvent être accomplis par d'autres professionnels de la santé, puis qui se concentrent sur des tâches qui devraient être réservées à des médecins. Fait que nous, on a une vision de la santé qui est globale, qui est humaine, qui est proche des gens. Puis pour les gens de Berthier, je pense que ça ferait une énorme différence que d'avoir un CLSC qui n'est pas juste ouvert de 9 à 5, puis dont on sait à peu près pas c'est quoi les services, à part des prélèvements sanguins. Fait à Berthier, à Saint-Jean-de-Mata, à Saint-Michel-des-Saints, on a des CLSC. Si on pouvait travailler ensemble pour les rendre accessibles à la population, je pense qu'on aurait déjà un système de santé beaucoup plus efficace. Nous voici dans le dernier droit de cette campagne électorale. Il reste exactement une semaine avant le jour des élections. Savez-vous pour qui vous allez voter? Allez-vous voter avec votre cœur, avec votre tête? Allez-vous voter stratégique ou voter blanc? Pour nous, l'important, c'est que vous votiez. D'ailleurs, saviez-vous que selon les plus récentes données sur le vote, nous apprenions qu'entre autres, les jeunes et les personnes avec des revenus modestes vont moins voter aux élections québécoises. Et ça donne que les organismes communautaires autonomes œuvrent en particulier avec ces personnes et évidemment beaucoup d'autres. Je crois qu'il devient encore plus important dans ce contexte de se rappeler que si on ne vote pas, les partis politiques vont prioriser d'autres clientèles. Oui, j'utilise le mot clientèle parce que c'est possible, à cause de notre mode de scrutin, qu'un parti remporte 100% du pouvoir avec seulement 35 à 40% du vote. Ça veut dire que les partis vont choisir le 35 à 40% des gens à qui ils veulent parler. Plus on va voter, plus ça va être difficile pour les partis d'ignorer des citoyennes et des citoyens. D'ailleurs, cette fois-ci, aux élections de 2022, les jeunes représentent pour la première fois 33% des personnes qui auront le droit de vote, soit le tiers. C'est un grand pouvoir collectif et j'espère que tout le monde, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, les personnes avec n'importe quel revenu, vont décider à aller faire un vote le 3 octobre prochain ou même aujourd'hui par anticipation. Point. Et justement, ce matin, je suis accompagné de 6 regroupements régionaux d'organismes communautaires autonomes qui œuvrent pour la santé mentale, les jeunes, la défense collective des droits, les familles, le développement local et communautaire et les personnes handicapées. Évidemment, le mouvement communautaire autonome rejoint encore plus de personnes. Je pense aux femmes, aux hommes, aux personnes LGBTQI2A, aux personnes issues de l'immigration, aux personnes aînées. Notre mouvement est inclusif et rassembleur. Ceci dit, c'est important pour nous de collectiviser les enjeux du mouvement d'action communautaire autonome. Vous avez entendu la troquelle dans les dernières semaines. Maintenant, le mouvement communautaire autonome, c'est 7 représentantes et représentants aujourd'hui. Je vous rappelle que le mouvement communautaire autonome Lanaudois, c'est 200 organismes communautaires autonomes, 1200 travailleuses et travailleurs, plus de 1000 administratrices et administrateurs,
près de 5000 bénévoles, militantes, militants et personnes impliquées, et ce sont 100 000 personnes qui franchissent les portes des organismes annuellement. Et ça, c'est juste pour notre région. Imaginez ce que réalisent les 4000 organismes d'action communautaire autonomes au Québec. Et malgré ça, les enjeux du communautaire, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans la campagne actuellement. Je me présente, je suis Hugo Valiquette, directeur de la Troquelle, et ce matin, place aux enjeux du mouvement communautaire autonome Lanaudois avec mes collègues des regroupements régionaux d'organismes communautaires autonomes. Bonjour, merci Hugo. Bonjour tout le monde. Écoutez, comme vous pourrez le constater tout au long de la conférence de presse, la santé mentale est une mission transversale à toute réalité humaine. Effectivement, elle vient teinter le quotidien de tous et chacun, que ce soit dans le milieu scolaire, milieu du travail, milieu familial, social. La santé mentale est un concept d'actualité. Bien que, pour plusieurs, la santé mentale soit tributaire de composantes biologiques et pharmacologiques, la qualité du filet social vient l'influencer de façon proportionnelle. C'est-à-dire qu'un filet social fort qui prend soin de tous est garant d'une population en santé, tandis qu'un filet social troué ou effrité, laissant tomber une majorité de personnes en prenant soin d'une élite, vient influencer négativement la santé de la population. Ce qui nous amène à parler des divers enjeux de la santé mentale. Il va de soi que dans les enjeux, nous allons présenter ou s'inscrire dans la reconnaissance de la diversité des besoins, le respect des droits de chacun, dont le droit de choisir, tout en dénonçant la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et ou les membres de l'entourage. Le contexte qui prévaut au Québec actuellement soulève plusieurs inquiétudes. La crise sanitaire qu'on ne peut passer sous silence aura exacerbé la souffrance psychique des gens, creusé des inégalités sociales, augmenté la pauvreté et sans aucun doute, elle aura créé davantage l'écart entre les classes socio-économiques. Ce n'est pas anecdotique si l'on parle actuellement de crise de logement, d'inflation, de l'augmentation du panier d'épicerie. Voilà autant de facteurs qui vont influencer le sentiment de sécurité de chaque individu. D'où l'importance que le prochain gouvernement s'engage d'abord à s'investir dans le logement pour assurer la disponibilité, l'accessibilité ainsi que la salubrité. Si beaucoup de citoyens trouvent pénible la recherche d'un logement correspondant à leurs besoins, imaginez-vous qu'en est-il d'une personne souffrant un problème de santé mentale. Bon crédit, emploi stable, sans enfants, sans animaux, non-fumeurs, autant de critères qui s'ajoutent à la stigmatisation, la discrimination et l'incompréhension au niveau des problèmes de santé mentale. Souvent, sans connaissance de leurs droits et fragilisés, plusieurs de ces personnes acceptent l'inacceptable en termes de dignité et de qualité de vie. À investir dans des politiques alimentaires favorisant des initiatives pour contrer le gaspillage alimentaire, tout en rendant accessible la diversification du panier d'épicerie, mais aussi en valorisant le commerce de proximité. Ce faisant, le gouvernement aidera l'ensemble de la population à avoir une alimentation saine, durable et à juste prix, puisque quand les revenus ne suivent pas, c'est l'alimentation qui génère des coupures et l'anxiété de ne pas pouvoir boucler son budget. Autre point, à investir dans les mesures incitatives pour favoriser le maintien des personnes en emploi, et ce, de diverses façons. Par exemple, en permettant de combiner aide sociale et un travail à temps partiel au-delà d'un maximum de 200 $ par mois. Qui est capable présentement de vivre ou de survivre avec 1 035 $ par mois si la personne décide d'intégrer minimalement le marché du travail? À investir dans les programmes de santé et les services sociaux, favorisant l'accessibilité, la diversification des soins en santé mentale auxquels présentement nous répondons, hélas, par une médicalisation des problèmes sociaux ayant comme conséquence la surmédication. Miser sur l'ensemble de ces engagements vise à mettre de l'avant l'équité des chances pour tous
et de favoriser par le fait même des conditions de vie gagnantes des Québécois. Quand la prévention est défaillante et que les déterminants sociaux sont négligés, que la performance est valorisée à n'importe quel prix, il est évident que l'ensemble des problèmes de santé mentale se retrouvent dans l'angle mort de la société. En ces termes, le gouvernement devrait faire en sorte d'en faire une préoccupation nationale en tenant compte des divers acteurs impliqués, des différents regroupements, les organismes communautaires, les personnes premières concernées et bien sûr l'entourage et le réseau public. Miser sur la prévention de la santé mentale, l'accès aux soins en santé tels que, vous savez, la psychothérapie, l'ergothérapie, l'art-thérapie, l'acupuncture, les groupes de soutien. De démystifier les problèmes de santé mentale par d'autres angles que nécessairement juste le biologique. Aborder la santé mentale sans préjugés et sans discrimination. Et enfin, normaliser le concept de santé mentale en mettant de l'avant les différences, les diversités des individus plutôt que miser sur un modèle unique. Je termine en vous disant que, en guise de conclusion, le milieu communautaire fait face à des défis de taille. Plus que jamais, l'inflation et le manque de personnel fragilisent nos organisations, membres, et viennent s'ajouter au sous-financement chronique présent depuis plusieurs années. D'ailleurs, certains services à la population font déjà l'objet de coupures au sein de la Nodière, tandis que d'autres ferment ou s'interrogent sur leur survie à court, moyen, long terme. Ces tristes constats pourraient entraîner la conséquence irréparable pour le bien de la population et notamment les gens plus marginalisés. En ce sens, nous demandons au gouvernement des engagements clairs, concrets, un rehaussement du financement des organismes communautaires autonomes, et tant en santé mentale que dans tous les autres secteurs. Et je termine en disant, garantir la pérennité du filet social doit être envisagé comme un investissement, tout comme le respect du contrat social établi dans toute démocratie et viser le prendre soin de l'autre. Ben oui, en fait, il y a un lien avec la santé mentale puis les jeunes, clairement. Surtout que les maisons de jeunes, on est dans un mandat général. Puis actuellement, ben, les jeunes de la société québécoise ne se sentent pas comme une priorité, tout comme les organismes qui créent des liens significatifs avec eux. Dans le milieu des maisons de jeunes, on entend très souvent dire que les gens ne connaissent pas ce qu'on fait et qu'on devrait en parler plus. Ça aide tellement les jeunes. Je vous rassure, nous aussi, on pense qu'on devrait en parler plus, mais surtout qu'on parle de ce que les maisons des jeunes font vraiment. Les stéréotypes qu'on ait des repères de délinquants, des spots pour vendre la drogue ou le fait qu'on fait juste jouer au pool sont encore bien ancrés dans l'imaginaire des gens. D'ailleurs, le loisir en maison de jeunes, c'est un prétexte à l'intervention, un mode d'entrée en relation. Avoir du plaisir et partager des moments avec les jeunes, c'est aussi un moyen pour créer des liens significatifs. Nos approches alternatives confrontent les façons de faire habituelles des réseaux publics et plusieurs pensent que nous ne sommes pas partie prenante des services sociaux, de l'éducation et de la jeunesse. Et pourtant, malgré tous nos efforts, on doit encore se battre pour être traités comme des professionnels. On doit même défendre nos approches d'intervention qui ont longtemps été regardées de haut. Maintenant, on doit composer avec des programmes qui se sont appropriés nos approches sans reconnaître l'expertise qui était déjà existante et bien ancrée dans la communauté. Cette reconnaissance doit passer par le fait de considérer les maisons de jeunes comme des incontournables des communautés et donc de financer adéquatement les missions. En offrant un financement adapté, on sera enfin capable de payer nos employés selon des conditions qui se comparent au réseau public, car nous avons des intervenantes et intervenants qui ont les mêmes formations académiques et les mêmes compétences que les intervenantes et intervenants du réseau. Pour plusieurs, l'écart trop grand entre les moyens du public et les organismes, c'est qu'aux communautaires, on y travaille par vocation. Je vous confirme que mon propriétaire n'accepte pas la vocation comme paiement le premier du mois et que non, je ne suis pas capable de m'acheter une maison actuellement. Le financement à la mission, c'est aussi pour avoir un nombre suffisant d'employés, pas dans nos organismes. Parfois, on doit refuser des projets, des partenariats par manque d'effectifs. Nos différents regroupements comme la Troquelle ou le regroupement des maisons de jeunes du Québec travaillent tellement fort pour représenter leurs membres et on sent souvent qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ont des recommandations claires sur comment aider les organismes communautaires autonomes qui survivent depuis des années avec très peu de moyens.
Si un seul message devait être entendu aujourd'hui, selon moi, ce serait d'écouter, d'inclure, de consulter, de co-construire, vraiment co-construire avec les regroupements qui portent des revendications pour les organismes, que ce soit par rapport au financement par projet qui prennent de plus en plus de place, ou les règles de reddition de comptes qui sont parfois contre-productives et rigides. Il y a des moyens vraiment simples et réalistes pour soulager les organismes. Saviez-vous que les maisons de jeunes sont dans les organismes de leur secteur les moins financés et qu'en plus, la région de la Naudière est une des régions les moins financées? Donc, être une maison des jeunes dans la Naudière, actuellement, c'est un grand retard au niveau du financement. On ne se sent pas reconnu, comme si on n'était pas important et que les ados non plus ne l'étaient pas. Les ados, ce n'est pas la cause la plus populaire. Comme généraliste, on tente de toucher à tous les sujets, toutes les problématiques, parce qu'on accueille des ados avec des réalités tout aussi différentes les unes que les autres. C'est moins glamour, moins politique et moins flashy de s'occuper des ados en général. J'aimerais tellement qu'on valorise enfin la prévention. On accueille les ados, peu importe ce qu'ils vivent et qui ils sont. Et on les accompagne pour qu'ils prennent confiance, se découvrent et évoluent. C'est la plus belle des missions, mais on doit être soutenu par notre société pour pouvoir la vivre pleinement. Est-ce que les élections 2022 vont mettre la jeunesse, peu importe leur réalité, au cœur des priorités? Après tout, ils sont tout autant citoyens que les électeurs et ils vivent et expérimentent la société québécoise eux aussi. C'est en leur donnant un sentiment d'appartenance et la possibilité d'être qui ils sont qu'ils seront de plus en plus des citoyens actifs, critiques et responsables, comme le scandent haut et fort les maisons des jeunes depuis plus de 40 ans. Alors, nous, au MEPAL, en fait, on travaille dans plein de secteurs de la population, puis avec beaucoup d'enjeux. Donc, comme Chloé disait, avec les ados avec qui les maisons des jeunes travaillent, il y a beaucoup d'enjeux qui les touchent. Donc, c'est un peu la même chose, mais très large, parce qu'on va avoir des membres des maisons des jeunes, des groupes d'entraide en santé mentale, mais également de l'AQDR, des AQDR, des maisons de la famille. On va aussi avoir des groupes régionaux qui s'occupent d'enjeux spécifiques. Par exemple, Action Logement La Naudière, Action Dignité, Plein droit La Naudière. Donc, c'est ça. Ce qui fait en sorte qu'on travaille vraiment sur tous les enjeux sociaux, très larges, puis on va aider les membres à faire des liens ensemble, à solidariser aussi en défense collective de droits. Donc, on travaille en transformation sociale à tisser des liens. Donc, par exemple, puis mes collègues en ont fait quelques-uns déjà. Donc, si on pense à la crise du logement actuellement, Richard a très bien expliqué c'était quoi les liens avec la santé mentale. On va avoir aussi des liens avec, par exemple, des centres de femmes ou des maisons de défense de femmes victimes de violences conjugales. Parce que crise du logement fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de quitter une situation de violence conjugale, parce que ça comprend aussi de la violence économique, donc la difficulté de pouvoir quitter. Donc ça, c'est un exemple. Crise du logement, c'est aussi relié avec le droit à la santé, parce qu'on se trouve à être forcé d'accepter des logements qui sont insalubres. Puis après ça, je pourrais continuer vraiment longtemps pour juste le logement, à tisser des liens, mais aussi prendre un autre enjeu comme le droit à la santé ou bien le droit à l'éducation, puis continuer à tisser des liens comme ça entre les personnes, entre les enjeux. Ce qui fait une gigantesque toile au final. Puis nous, là-dedans, on veut défendre la justice sociale. Puis on rajoute d'avoir une vue d'ensemble comme ça, ça nous permet aussi un pas de recul au niveau du temps. Donc, on est beaucoup aussi sur les enjeux de justice climatique parce que tous ces enjeux-là, ils sont et ils vont être exacerbés par l'urgence climatique actuelle. Donc, on revient à la crise du logement. Plus de catastrophes qui détruisent des logements, c'est moins de logements, en fait. Donc, ça l'accentue la crise du logement. Ou bien le droit à la santé, une crise climatique, ça veut dire plus de pandémies, ça veut dire potentiellement des pénuries de médicaments, ça veut dire des canicules, ça veut dire des sécheresses en alternance. Alors, c'est ça. Donc, ça vient empirer la situation du droit à la santé. Puis, c'est très lié aussi avec la jeunesse, qui voudraient pouvoir avoir un avenir satisfaisant, en fait, là, digne. Donc, c'est ça. Ce qui fait en sorte que nous, on parle beaucoup de justice sociale, justice climatique.
On y va large. Donc, les 2 revendications principales en ce moment, c'est bannir les énergies fossiles d'ici 2030. Il faut que ça soit rapide. Il y a urgence pour pouvoir, après ça, reconstruire quelque chose qu'on choisit ensemble, une société qu'on choisit ensemble. Puis, deuxième chose, ça a été nommé aussi, donc, réinvestir massivement dans le filet social, organismes communautaires, services publics, programmes sociaux, initiatives citoyennes aussi un peu décentralisées. Puis pour ce faire, taxer massivement la richesse. Puis, dernière chose aussi sur laquelle on travaille beaucoup, pour défendre tous ces droits-là collectivement, ça nous prend des droits démocratiques. Donc, on travaille beaucoup aussi sur les enjeux des droits démocratiques, le droit de manifester, le droit de se réunir, etc., en collaboration avec la Ligue des droits et libertés. Alors, voilà, merci. Alors, bonjour tout le monde. Dans un premier temps, il faut souligner la grande avancée quand même que le ministère de la Famille a fait envers les organismes communautaires familles dans la dernière année. Nous avons eu de belles opportunités de financement adaptées à la hauteur de la croissance et des besoins des familles, ainsi qu'une augmentation de notre financement à la base. Merci. À la mission, je voulais dire, excusez. Merci. Les organismes de famille ont dû s'adapter et multiplier les moyens de continuer à desservir les familles lanaudoises. Malgré le contexte actuel et durant la pandémie, nous avons su garder contact avec nos familles, les rassurer et les accompagner dans tous les changements et crises qu'elles ont pu vivre. La preuve est l'explosion des demandes et la grande participation des familles dans toutes nos activités offertes. Dès la rentrée, la plupart des organismes communautaires familles de Lanaudière ont vu leur activité se remplir très rapidement. Malheureusement, l'augmentation du financement à la mission n'est pas suffisante pour rattraper tout le retard accumulé dans les dernières années. Il y a nécessité d'augmenter le financement à 200 000 par année, comme demandé, mais surtout d'indexer ces montants, comme c'est le cas dans les autres ministères. Malgré que les OCF soient reconnus comme des employeurs de choix, l'impossibilité d'offrir des salaires compétitifs et des contrats de travail stables accentue la pénurie de main-d'œuvre et rend la rétention du personnel, qui est qualifié et compétent, encore plus difficile. À travers un sondage réalisé par la Troquefel, 43 des employés ayant répondu affirment avoir pensé à quitter leur travail à cause du salaire. Puisque les montants à la mission ne sont pas indexés minimalement, nous devons, année après année, chercher d'autres moyens de financement ou manières novatrices de combler l'écart de financement pour pouvoir indexer les salaires avec le coût de la vie qui, lui, continue de grimper. Les besoins des familles sont de plus en plus grands. Les listes d'attente pour les suivis dans le réseau s'allongent. Les places en garderie se font de plus en plus rares. Nous continuons tout de même à accueillir toutes les familles lanaudoises à nos portes, car nous sommes bien souvent le dernier filet pour eux. Constamment en évolution et en développement, nous demandons, comme organisme rattaché au ministère de la Famille, d'avoir également accès au programme de financement des infrastructures, qui est pour l'instant accessible qu'au CPE, afin de permettre l'agrandissement, la relocalisation et l'entretien des infrastructures des organismes communautaires familles. Le financement de la mission, qui est déjà insuffisant pour le roulement de base des organismes, ne devrait pas servir pour des projets d'infrastructure et des campagnes de levée de fonds qui sont très exigeantes en termes de temps et de ressources. Les demandes sont constamment grandissantes, les besoins d'agrandissement ou de relocalisation se font de plus en plus entendre et sont de plus en plus prioritaires et urgents, surtout en cette ère de crise du logement qui touche aussi les organismes qui cherchent à s'agrandir ou à se relocaliser. La table régionale des organismes communautaires familles, qui regroupe l'ensemble des OCF de Lanaudière, ne bénéficie d'aucun financement récurrent, ni au PSOC, ni au ministère de la Famille, alors qu'elle joue un rôle essentiel de coordination et de mobilisation. La reconnaissance du travail et un financement adéquat de la Troquefel par le ministère de la Famille permettra à la table de continuer à soutenir les OCF et d'offrir de manière stable et pérenne des services dans cette ère de changement et de mouvement du personnel. Pour terminer, on ne peut passer sous silence le manque d'accès aux services des visites supervisées pour les familles lanaudoises. La demande à la hausse exigée par les centres jeunesse et la Cour supérieure ajoute de la pression sur une liste d'attente déjà bien garnie. Le financement insuffisant nous empêche d'offrir une couverture raisonnable de tout le territoire aux familles. Actuellement, seulement 3 points de service sont offerts dans la région, soit à Charlemagne, Saint-Lin et Joliette. Ce sous-financement cause de graves problèmes pour les familles de Lanaudière. Les listes d'attente peuvent empêcher présentement des parents de voir leur enfant durant plusieurs mois.
le manque de points de service à proximité met certains parents dans le dilemme de payer leur loyer ou les frais de transport pour une visite. À titre d'exemple, une famille de Saint-Michel-des-Saints devra parcourir 105 km pour atteindre le point de service le plus près de chez lui, ou une famille de Saint-Gabriel, c'est 45 km. Nous avons des gens spécialisés dans l'un des OCF qui est membre de la Troquefel. Il y a du matériel pour en former d'autres et des possibilités de locaux. Mais il manque cruellement de financement pour pouvoir embaucher le personnel qualifié à un salaire décent qui permettrait de développer les points de service à proximité des familles ayant besoin de visites supervisées. Ce sont là les principales préoccupations que porte la Troquefel pour ses membres. Merci. Oui, bien c'est ça. Étant un regroupement local d'organismes et de partenaires, la CDC a la chance de voir les divers secteurs d'activité, la jeunesse, la santé mentale, les personnes handicapées et ainsi de suite. Puis nous, en fait, ce qu'on souhaite relever, c'est que le prochain gouvernement puisse prioriser les investissements d'impact plutôt que d'être axé sur les résultats. Je vais m'expliquer un petit peu. L'exemple que je veux prendre, c'est que si on continue à utiliser l'approche socio-économique pour lutter contre la pauvreté, puis si on prend comme exemple l'aide alimentaire, bien, ce qu'on va chercher à comptabiliser, c'est le nombre de familles aidées. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se dire, bon, je veux évaluer les résultats de mon investissement, fait que je vais, avec 1 000 $, je suis capable de donner un peu de nourriture à 10 familles par semaine. Avec l'inflation, on peut peut-être dire 2 000 $, là, mais on va s'en tenir à un exemple. Donc, ce qu'on se dit en bout de ligne, c'est, 1 000 $, je suis capable de soutenir 10 familles par semaine. Ce qui arrive, c'est qu'en pratique, ces 10 familles-là vont devoir revenir semaine après semaine pour aller chercher de l'aide alimentaire. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on reconnaît le résultat des investissements, mais on passe à côté de la stratégie d'impact réel de la mission des organismes communautaires autonomes. Avec l'approche socio-communautaire des investissements plus d'impact, mais on prend plus le temps d'investir des énergies sur bien accueillir les familles, être à l'écoute de ces familles-là, puis de regarder avec elles c'est quoi les situations qu'ils vivent, pourquoi ils viennent chercher de l'aide alimentaire, puis à chercher avec elles des solutions potentielles pour s'aider à s'en sortir. L'objectif, donc, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, il n'y ait plus besoin de l'aide alimentaire, qu'on soit en mesure de comptabiliser les gens qui finalement ne reviennent plus chercher de l'aide alimentaire. Fait qu'actuellement, le gouvernement préfère investir ou financer le nombre de personnes aidées, donc le résultat, plutôt que de chercher à investir dans des actions qui ont réellement de l'impact pour aider les familles à s'en sortir. Donc, financer l'impact. On souhaite que le prochain gouvernement puisse développer et implanter une nouvelle vision en reconnaissant que d'utiliser la lunette socio-économique pour lutter contre la pauvreté, c'est un réflexe obsolète, qui est maintenant temps d'investir adéquatement dans l'approche communautaire autonome. Je mentionne rapidement que dans la dernière année, les économistes de la firme AppEco, dans une étude commandée par la Table nationale des CDC, a démontré que pour chaque 100 $ investis dans le secteur communautaire, c'est des retombées économiques de 189 $, ce qui est plus que la moyenne de l'ensemble du secteur économique qui, lui, produit 166 $ de retombées économiques. Puis, les économistes, dans leur étude, le nomment aussi, c'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'ils ne sont pas en mesure de mesurer les retombées économiques du secteur communautaire, le réel impact. Pourquoi? Parce que justement, on cherche à mesurer le résultat plutôt que l'impact. Les données actuellement ne permettent pas de le faire. Qu'on parle de logement social, d'alimentation, de santé mentale, de transport ou de fiscalité, il faut changer de visée. Il faut enlever les lunettes socio-économiques dans le domaine de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Puis c'est ce qu'on souhaite faire comme CDC puis comme mouvement communautaire. Collaborer avec le gouvernement pour pouvoir mieux reconnaître les impacts réels d'un financement à la mission, pour mieux reconnaître puis maximiser ces investissements-là, puis pour vraiment y voir plus clair en portant les bonnes lunettes. Donc, peut-être juste avant de débuter, je préciserais que la table de concertation, en fait, notre mandat principal, il est la défense de droits et la représentation des intérêts des personnes handicapées, familles et proches. Donc, mais maintenant, ce que je veux d'abord vous parler aujourd'hui,
c'est qu'au Québec, on compte 16,1 de la population de 15 ans et plus qui présente des incapacités. Donc, ça représente un peu plus d'1 million de personnes au Québec. Si on transpose le pourcentage à l'anaudière, ça signifie qu'on serait environ à 85 000 personnes dans l'anaudière seulement. La moitié de ces personnes-là nécessitent du soutien pour accomplir leurs tâches quotidiennes et domestiques, comme se laver, préparer les repas, se déplacer. Pour la plupart de ces personnes, on compte aussi de la famille et des proches aidants, qui sont à elles seules une population qui présente aussi des besoins, mais qui ne font pas partie du 16,1 %. Donc, relatif aux personnes handicapées, il y a quand même une grande portion de la population que ça représente. Bien que les personnes handicapées représentent trop souvent des facteurs de vulnérabilité importants, on n'a pas besoin de spécifier qu'avec la pandémie, ça a révélé bon nombre de failles, entre autres dans le système de santé et services sociaux, qui a fait en sorte de plonger davantage plusieurs personnes handicapées, familles et proches dans un gouffre vraiment dont plusieurs n'arriveront jamais à se sortir. 3 petites questions, en fait. Est-ce que c'est normal, en 2022, d'entendre davantage parler de hockey que des conditions de vie souvent trop misérables des personnes handicapées? Est-ce que c'est normal, encore une fois, en 2022, qu'il y ait peu ou pas, justement, Hugo, tu le soulevais, peu ou pas de partis politiques qui mettent de l'avant, qui font la promotion d'un terreau fertile au niveau de l'inclusion, de l'accessibilité universelle, soutien à domicile ou mobilité. C'est pas normal non plus qu'en 2022, il y a des principes qui ont été votés par nos gouvernements successifs et qui soient en fait bafoués par eux-mêmes au fil des années. J'entends ici les principes d'accommodement raisonnable, de compensation des coûts relatifs aux déficiences, de libre choix, etc. Heureusement, il y a des organismes communautaires autonomes du secteur personnes handicapées qui répondent toujours présent, qui sont les témoins privilégiés des besoins et des conditions de vie des personnes handicapées, des familles et des proches, des organismes qui restent solidaires dans la tourmente, nul besoin de spécifier, entre autres, la pandémie, qui font preuve de créativité, de continuité, la volonté de bien faire les choses, malgré de maigres moyens et des freins dans l'attraction et le maintien des ressources humaines, entre autres. Il y a des organismes qui sont fortement et directement sollicités par la population et qui répondent véritablement aux besoins. Des organismes qui n'attendent pas d'être forcés ou contraints pour se mettre en action. Des organismes qui aimeraient bien avoir enfin les moyens de leurs ambitions, parce qu'il y a fort longtemps que ni eux ni la population placent leur confiance et leur espoir dans un système désuet. En fait, Sébastien abordait la question. Malgré tout ça, malheureusement, il y a des organismes qui s'essoufflent. Il y en a d'autres qui ont fermé leurs portes, tristement. D'autres qui sont placés, et c'est ce qui est plutôt dramatique, dans un déséquilibre plus que précaire en raison d'une proportion qui est grandissante de financement par entente plutôt qu'à la mission, alors que les activités qui sont financées par entente font l'objet de la mission de l'organisme. Donc, il est plus que temps d'aborder un véritable respect des missions, la primauté d'un financement récurrent à la mission et la consolidation avant même de penser à développer des services ou des nouvelles places. Bref, il est temps de penser développement durable aussi en santé et services sociaux et le financement par entente étant, dans ce cas-ci, clairement contre-productif. Je dirais en terminant qu'une véritable participation citoyenne, ça passe par une société inclusive qui respecte les droits et qui ne place pas 16,1 % de la population dans une zone grise ou sous le radar des priorités gouvernementales. Donc, d'entrée de jeu, Hugo le soulevait. En fait, j'aurais juste envie de dire, pour terminer, qu'au moment de voter, demandez-vous vraiment dans quel genre de société vous souhaitez vivre votre vie. Je suis en compagnie de Mme Claire Aubin, qui est candidate pour Climat Québec. Hein, c'est bien ça, je le dis de la bonne façon. Le parti. C'est un nouveau parti qui a été fondé, je crois, cette année, hein, en 2000, par Mme Martine Ouellette.
qui a déjà été chef du Bloc québécois, qui était militante pour le Parti québécois. Et aussi une ancienne ministre des Ressources naturelles. Des Ressources naturelles. Donc, c'est une personne qui connaît le milieu et je pense qu'il croit justement, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on vit présentement, des changements climatiques et tout. En premier lieu, Mme Aubin, vous êtes d'accord, on va parler un petit peu de vous. Tantôt, on s'est parlé, vous êtes de Sainte-Béatrix, mais à l'origine, vous êtes de Montréal, vous avez œuvré dans le, on peut dire coaching, la formation, des choses comme ça. Oui, si on peut dire, oui, c'est en consultation, génie logiciel, dans les systèmes d'apprentissage, parce que ma formation à moi, initialement, elle est dans l'andragogie, donc l'éducation pour adultes. OK. Et puis là, j'ai navigué dans ce secteur-là, et ensuite plus dans le génie logiciel, pour faire en sorte qu'il y ait des systèmes d'apprentissage qui utilisent l'informatique. OK, d'accord. Donc, on était dans cette période-là, on était vraiment dans l'apprentissage, comment fonctionnent les systèmes, et on créait des formations ou de l'aide, parce qu'on n'avait pas, ça ne s'apprenait pas sur les bancs d'école. On parle de là, 15 ans, là, 20 ans, c'est tout nouveau, là, c'est pas quelque chose qui est C'est un domaine d'avenir. L'avenir m'intéresse. Donc, déjà, ça... Et l'éducation aussi, la diffusion de la connaissance, c'est ce qui m'a projeté dans ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à Sainte-Béatrix, c'est bien ça? C'est ça. J'étais donc à Montréal, j'étais une bonne urbaine et j'ai changé de métier complètement pour m'installer comme dans une pratique artistique. Il y a, donc en 2009, ça fait près de 15 ans maintenant. C'était quoi l'étincelle? Le village, la place, parce que Sainte-Béatrix est très reconnue pour avoir un milieu artistique et culturel fort. Oui, ben, j'espère que j'ai contribué un petit peu à ça aussi, mais c'est un endroit de villégiature qui est assez extraordinaire, il y a beaucoup de lacs, et puis tout alentour, comme dans le comté, dans l'Anaudière, il y a beaucoup de parcs régionaux. Et c'est vivre dans la nature. Alors, moi, ça m'a beaucoup rapproché comme artiste. Ça m'a beaucoup nourri, ça me nourrit encore beaucoup. Et j'ai aussi participé avec des citoyennes, des citoyens et des artistes, essayer de les rassembler pour qu'il y ait des expositions, pour qu'il y ait une pratique artistique qui se développe. Et en même temps, une meilleure connaissance de notre milieu. Parce que tout ça, c'est fait en plein air. Ça se passait au parc des Chutes Montapin. Oui, on connaît bien ça, oui. Oui. Et puis, il y a 3 municipalités alentour qui participaient à ces expositions, qui ont duré quand même 5 ans, avant que je quitte pour autre chose. Moi, j'ai toujours été dans la militance. J'ai milité beaucoup comme féministe. J'ai milité dans le Parti indépendantiste. Oui. Et j'ai milité pour l'écologie. Alors, c'est des trois... c'est vos trois mantras-là. Oui. C'est vos trois mantras. Parfait. Et votre décision de se présenter pour la prochaine élection ici, qui va avoir lieu le 3 octobre, pour le Parti Climat Québec, c'est que vous avez analysé les plateformes. Qu'est-ce qui a amené à prendre cette décision d'aller vous joindre à Mme Ouellette? Bien, c'est la force de conviction de Martine Ouellette qui... il y a aussi la décision de passer du militantisme à être active au sein d'un parti. Quelle est la différence? Je découvre beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais je connaissais Martine Ouellette et de réputation. Tout à fait personnellement, mais quand même, je l'ai suivi un peu dans tout le développement du mouvement indépendantiste. Dans son cheminement. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai trouvé que son idée était audacieuse et elle avait plus de vision, je dirais, radicale relativement à la situation climatique que l'on vit en ce moment, qui s'approche de plus en plus d'une catastrophe. Oui. Alors, mettant de l'avant des propositions telles que mettre l'indépendance du Québec comme étant un facteur super important pour pouvoir nous avoir un pouvoir sur notre avenir. Notre vie, oui. Oui.
Pour moi, ça tombait dans le sous-sens. OK. Voilà. Donc, c'était évident pour vous d'avoir ça. Ouais. Et les propositions climatiques, bien, avez-vous des choses que vous voulez nous partager? Que vous dites, Martine, oui, elle me rejoint, vous demeurez à Sainte-Béatrix, beaucoup la nature, on vient de vivre encore là des ouragans, on parle des îles de Madeleine, l'érosion des berges, plein de choses comme ça. Vous les nommez là, les OK. exemples, je pense que tout le monde a suivi un peu les débats là-dessus. C'est vrai que maintenant tout le monde en parle, mais ça a changé d'allure en très peu de temps. Dans la campagne, au début, on n'en parlait pas tant que ça, puis là, tout à coup, c'est devenu le sujet du jour. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est parce que les gens sont plus informés des catastrophes comme il se passe en ce moment, des grandes chaleurs, des grands froids, des migrations qu'on appelle maintenant, on va parler de réfugiés climatiques. Oui. Ça bouleverse la planète au complet. Et puis là, je pense que les gens commencent à le ressentir. Ceux qui voyagent un peu, puis qui se rendent compte avec la pandémie qu'on ne peut plus voyager. Ouais. La pandémie, puis les problèmes climatiques, il y a un lien à faire, hein? Alors, avec des problèmes de la santé aussi. Ouais. Alors, moi, depuis que j'étais à Sainte-Béatrix, il y a beaucoup de lacs. Ouais. Ma première prise de conscience, ça a été, il y a du myriophylle dans le lac chez nous. Il commence à y en avoir partout. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, on a créé une association du lac Miro. Et puis là, on s'est joint à d'autres associations des bassins versants. Et puis là, pour se rendre compte finalement qu'on a un ministère de l'Environnement au Québec, il y en a un autre au Canada. Puis on essaie de faire se rejoindre ces gens-là pour... De se parler, puis ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Et il n'y a rien qui se fait, vraiment rien. Alors ça, c'était un peu... j'aime pas me retrouver dans des situations comme ça. Pas avoir de réponse. Ou est-ce qu'on est incapable C'est ça d'agir. d'abord. Donc, c'est pour ça, toute votre implication, toute Oui. votre chose et ça. Est-ce qu'après le 3 octobre, vous allez continuer encore de vous impliquer? Vous avez comme objectif d'être encore plus présente puis de parler de ça, d'environnement et de tout? Oui, parce qu'en environnement, c'est vraiment... c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. L'environnement ne nous lâchera pas. Oui, c'est ça. Il faut essayer de prévenir, il faut essayer de trouver une façon de stopper les problématiques qu'on a. Là. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut livrer les connaissances relativement à ça. Parce qu'il y a encore trop de gens qui s'imaginent que c'est juste... Ça s'est passé il y a quelques années. On les appelle les climat-sceptiques. Ben, c'est une question d'éducation. Vous me parlez de temps d'éducation. Ben, vous pensez, vous faites oui. Vous pensez que c'est de l'éducation. C'est pas juste les mettre en évidence. Il faut leur faire apprendre. Autrement dit, qu'est-ce que vous me dites? C'est pas juste dire coupe ton VUS, coupe ton gros pick-up, tu vas dépenser moins. Tu dois essayer d'éduquer pourquoi on fait ça, puis c'est quoi qui s'en vient, puis que l'urgence est plus là. C'est ça, on a des gestes individuels à poser, on a des gestes collectifs, mais à un moment donné, un parti qui est au pouvoir doit faire des choses plus... des lois, doit interdire certains comportements des usines. On a vu avec on en entend, oui, c'est ça. Oui. C'est encore un des sujets là, quand on parle d'Arvey-Noranda. On est conscient qu'il se passe des choses comme ça. Oui, ça. Et puis, les transports collectifs, ce sont des choses à mettre en place. Donc, vous pensez que le gouvernement devrait être plus... Je ne sais pas, je ne vais pas dire le mot ingérant, mais d'être plus en avant de l'apparat et de dire « advienne que pourra, moi je le fais pour le bien de la collectivité ». Oser prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement populaires, mais qui sont nécessaires. Je ne sais pas si... Ça rejoint beaucoup ce que je tente de dire. Et ce gouvernement, s'il n'est pas un pays, malheureusement, il ne peut pas avoir tous les leviers pour agir. Alors, mettre ces deux impératifs-là ensemble, ça m'apparaît une bonne idée. Non, mais c'est bien, non, c'est bien. Ouais. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu présenter votre opinion, vos propositions, vos choses, puis on va vous suivre sûrement par les prochains mois. Je vous remercie beaucoup de votre invitation, ça m'a fait bien agréable. D'accord, mais je vous remercie, madame. Merci.